je crois que je dis ça, quand on disait des choses aux gens, c'est rondouillard ce que vous faites. Et bien, vous savez, j'ai fait attention après à être un rondouillard. Alors, je me suis aperçu ici, si vous voyez, il y a beaucoup de choses corrigées à la gouache, je ne veux dire pas ce que vous voulez. Parce que je commence à faire des traits timides, pas tout à fait comme il faut, alors finalement, le lendemain, quand je me dis comment est-ce que j'ai pu faire un trait aussi bête, aussi doux, je recommence, je gouache, j'en mets un autre à la place, et je m'aperçois qu'il n'y a plus de résistance, de caractère, de choses. Et c'est une éducation du caractère comme une éducation du dessin, et inversement. Je crois que justement, c'est pourquoi le dessin dans les écoles est tellement important, parce que c'est une éducation morale, aussi bien qu'une éducation de dessin. Un dessin affirmé représente quelqu'un qui vraiment est quelqu'un justement qui n'est pas rondouillard, qui n'est pas une cloche. Et ça, je crois que c'était extrêmement important, et pourquoi les écoles d'art peuvent être très importantes, si elles sont comprises justement, parce que le dessin c'est comme la vie. La vie, c'est ce qui évolue constamment, ça ne s'arrête jamais. Et alors, le dessin, c'est la même chose, c'est une chose qui se développe. On sait que Michel-Ange disait on va à l'école jusqu'à la fin de sa vie, et Dieu sait si on est évolution. En fait, c'est toujours intéressant, c'est pour ça que c'est une chose, je crois, très très passionnante. Monsieur Norambert, à Rubens, on disait Monsieur l'ambassadeur s'amuse à faire de la peinture. Qui est-ce qui dit ça? On disait à Rubens. Ah oui, bien sûr. Je ne connais pas la personne qui lui disait. Et Rubens répondait, non, c'est un peintre qui s'amuse à faire l'ambassadeur. Qu'est-ce que répond M. Norambert? Bien, moi je n'ai jamais été ambassadeur, mais je sais qu'en effet, Rubens se pouvait se permettre n'importe quoi. C'était un type, justement, par de grand tempérament, qui pouvait tout faire. Ce qu'on appelait à cette époque-là, peut-être pas un peu après, un honnête homme. Il savait vraiment tout faire. Il a été capable d'être un véritable ambassadeur et à représenter. Qui a d'ailleurs pas très bien réussi. Ça, je suis pas. Il a réussi c'est mieux en peinture. Oui, mais en nature, il était peintre. Il était peintre, mais il pouvait se permettre en soi. Je crois que j'ai fait un peu de tout. Je ne sais pas ce que ça aurait donné comme tapisserie. Parce que souvent, alors là aussi, ça c'est une question que je me suis souvent posée. Tapisserie et peinture, d'ailleurs, l'Ursal, c'était fait à son avis, il faut d'abord penser laine. Et ça, c'est très important. Or, le peintre ne pense pas laine, je veux dire, initialement. Il pense laine, il arrive à ça. Et il peut très bien y arriver, comme Brassinos, par exemple, qui est peintre, beaucoup plus. Qui est peintre au départ, si je peux dire, beaucoup plus, arrive à la laine. Mais ça, là, c'est ça, je crois que c'est de très bon apport, très important qu'il a fait, c'est qu'il pense laine absolument différemment du peintre qui pense pinceau, couteau, et crème qu'on jette comme ça. Et là, ce que je voulais dire, c'est que vous avez d'excellents peintres qui auraient été très mauvais tapissiers. Ou alors, à moins qu'ils comprennent différemment. Par exemple, j'ai souvent, moi, comme mon peintre préféré, je vais le dire tout de suite, j'ai déjà dit 100 fois partout, j'ai une passion pour Claude Monet. Pour moi, c'est le plus grand peintre de l'histoire. Eh bien, ah oui, ça je le dis carrément. Enfin, ça c'est une opinion personnelle. Eh bien, ça a fait d'horribles tapisseries qu'on a fait sur Claude Monet. Eh bien, un Claude Monet bien compris, à mon avis, devrait donner des tapisseries extraordinaires. Parce que c'est un jeu de rapports extrêmement raffinés d'un coloris et côté d'un autre, pour n'aller pas plus loin que ce qu'il a fait à Fresseline, qui n'est pas loin d'ici. Il a fait des tableaux vraiment admirables. Eh bien, si on avait compris, mais alors en oubliant complètement ce qu'il a donné en peinture, mais en le transposant d'une façon laine, ça serait des choses qui apporteraient énormément à la tête. C'est à lui que vous avez pensé en faisant les coquelicots? Non, pas les coquelicots, mais ça, oui. Certainement. Oui, mais les coquelicots, c'est facile, vous savez. Des coquelicots, voilà, c'est un peu facile, ça plaît beaucoup. Des taches de rouge, ça fait grand plaisir, c'est vrai. Alors il en faut. Mais il y a des choses plus subtiles. Et puis alors, vous savez, tout artiste, je me prétends un peu comme ça, excusez-moi, enfin, je fais ce que je peux. Mais de toute façon, quand elle a fait une chose et qu'il l'a réussi, il a envie d'en faire une chose qu'il ne l'a pas encore réussi, qu'il ne peut pas en faire. Et puis il faut absolument qu'on passe un nouvel obstacle. Voulez-vous sans ça, alors la vie n'est pas très drôle.
Alors, c'est aussi pour ça que je crois que l'art est la meilleure leçon de vie, en ce sens que on ne peut jamais être satisfait. Je ne crois pas qu'un peintre soit satisfait, je crois que c'est un type qui est vraiment intéressant, tout simplement. Alors, Dieu merci, je crois que ça n'existe pas. Enfin, j'espère. En tout cas, je n'en connais pas. J'aime mieux pas les connaître. N'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord? Bon. Évidemment, comme les tapisseries. Mais, oui, les fleurs. J'essaie de ne pas être trop médiéval. Parce que, je vais vous dire, si je me défends avec tellement de véhémence, Ah, mais c'est bien, c'est parce que j'ai commencé à faire, quand j'étais un jeune moine très pieux, à faire de la miniature, et c'était très joli. Mais évidemment, je m'embarquais dans une voie excessivement dangereuse, d'ailleurs ça m'a passé très vite, Dieu merci, et que les gens adoraient, ça, tout le monde adorait ça. Je faisais vraiment du faux Moyen-Âge, en fait, voilà. Et j'ai fait tout un évangéliaire. Ça a eu tellement de succès que j'ai vendu ça à Londres, je n'avais pas resté à une seule pièce. Je n'ai même plus de pièces à conviction, sinon quelques photos, petites photos grandes comme ça, qu'on avait prises. Mais heureusement que j'ai été débarrassé de ça. C'était un chemin excessivement dangereux. Et justement, c'est pour ça que je m'en défends, c'est que trop facilement étant jeune, n'ayant pas des principes très affirmés, au point de vue art, si j'allais à l'aventure, j'aurais pu facilement faire de la copie d'anciens à longueur de vie. Non, ça serait... mais il reste sur quelque chose. Oh, j'ai de la tradition, c'est vrai que je suis vraiment français. Je suis horriblement français, parce qu'il y a des gens qui ont la chance de pouvoir avoir des attaches qui viennent de l'Orient, par exemple dans l'Orient, mais vraiment, c'est dans une autre vie antérieure, il paraît que j'étais persan, mais moi je m'en suis pas aperçu. Mais par contre, je sais que j'ai une généalogie qu'on a trouvée assez loin, comme dans les provinces françaises. Eh bien, l'alliance la plus loin qu'on ait fait dans la famille, c'est d'aller jusqu'à Bordeaux. Alors, vous savez, de la Dordogne à Bordeaux, au Poitou et à la Haute-Vienne, alors je suis vraiment un taré, une fin de race. Mais c'est pourquoi je m'en défends, justement. J'en ai la profonde conviction. J'aime pas être trop enraciné, justement. Il y a des gens qui n'ont pas de racines, moi c'est le contraire, j'en ai trop. Alors, j'essaie que mes ailes puissent quand même s'ébattre un peu. Mais je ne veux pas faire je ne suis pas du tout roman médiéval. Oui, oui. Ceci dit, c'est pas... Je veux bien. Mais... Oui, ça, si on parle de tradition, alors on n'en finit plus. Parce que les vraies traditions, c'est ceux qui ont été à leur époque les moins compris, les traités révolutionnaires. Justement, c'est ceux que j'aime tant, là, comme les Cézanne et Claude Monet et autres, qui ont eux des racines. Et comment? Eh bien, ça a passé. Bon, pensez, c'est la même chose, je voyais, moi qui vis à la campagne, vous avez tous fait la même chose, vu la même chose. Avant Claude Monet et les autres gens-là, on ne savait vraiment pas, on n'a jamais vu avec ses yeux une ombre violette. Chercher dans toute l'histoire de l'art, on n'en trouvera jamais. Eh bien, c'est tout de même formidable qu'il a fallu des siècles et des siècles et des siècles pour qu'un type s'assoie dehors sur un pliant et pour s'apercevoir que l'ombre n'était pas grise, mais qu'elle était violette. Parce que ça, vraiment, vous ne l'auriez pas. Avant, on ne l'avait jamais vu. Et maintenant, qui ne voit les ombres roses ou violettes, des choses comme ça? Tout le monde le voit, même les gens les plus simples. Avant, c'était beaucoup des peintres d'atelier. Alors justement, travailler avec une verrière vers l'est ou vers le nord, et même des grands artistes, même des Vermeer, et des gens merveilleux, mais tout de même, Vermeer, à toute sa vie, il n'a vu qu'il y avait que 3 pièces, 2 ou 3, je crois. Et il avait été d'une pièce à l'autre, et tous ces tableaux, on reconnaît la pièce avec la fenêtre à gauche, le rideau là, le tapis là, toujours les mêmes éléments, et il n'en est pas sorti, il a fait les choses les plus merveilleuses qu'on ait jamais faites. C'est donc, vous voyez, c'est avec les moyens les plus humbles, les plus simples et les plus proches qu'on fait quelque chose de parfait, je crois. Ça, c'est évident. Pas la peine de voyager. Et maintenant, justement, c'est le grand danger actuel, c'est que tout le monde maintenant, un gars du Texas, le voit, le lendemain, c'est au Japon, c'est en France, c'est en Angleterre, c'est dans tout le monde entier, vous avez le même air de pop machin, de pop musique ou bien de pop art, c'est ça. Alors c'est un petit peu une chose, il faut peut-être qu'on s'habitue à cette civilisation-là, qui va apporter peut-être beaucoup de choses, justement, que nous connaissons encore mal. Alors là, je ne juge pas de l'avenir. Mais c'est excessivement, en tout cas dangereux, certainement. On a des risques d'abord d'aller trop vite, et
ne pas avoir le temps d'installer. Dès qu'une chose j'allais dire, a été connue, pour donner un exemple, je donnerai celui de quand j'étais en Angleterre, et ils ont été terriblement, comment dirais-je, conventionnels. On ne croirait pas, ces gens qui ont l'air un peu fous sont conventionnels. Et là, une année, tout le monde faisait du pop art. Ça, toute l'école, tous les beaux-arts de Londres, à Chelsea, qui était l'école avant-garde de Londres. Et l'année suivante, ils faisaient tous je ne sais plus comment ça s'appelle, du surréalisme, je ne sais plus lequel. Enfin, chaque année pouvait correspondre, était un baromètre de ce qui se passait comme évolution artistique. Alors ça, vous le trouviez aussi bien, je vous dis, au Texas qu'à Tokyo, qu'à Londres, qu'à partout. Vous n'avez pas d'élèves, vous n'avez pas faire école. Ah, ça, je suis incapable. Je serais très mauvais pédagogue. Est-ce que vous avez des imitateurs? Oui, il y a... Vous n'avez pas d'élèves? Pas d'élèves, mais des gens qui, je crois très honnêtement, aimeraient bien la campagne, mais je ne sais pas s'ils sont arrivés à très bien la comprendre. Ça arrive, parce que, justement, enfin, chacun... Il faut y vivre. Il faut y vivre beaucoup, je crois, et en tout cas, je crois, moi, que ce qui n'est pas de connaître beaucoup de choses, d'avoir un éventail très étendu de connaissances, mais il faut approfondir le peu qu'on a, le plus profondément possible. Ça, pour moi, ce serait, si je donne une morale de ce que je viens de dire, ce serait ça. Voilà, je crois que c'est à peu près... Bon, alors, on lève la silence, je crois. Si, bien. Merci de votre attention.